C'est dans la simplicité que résidera toujours la véritable grandeur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, un sage l'a dit un jour. Si nous ne pouvons pas faire tout le jour les grandes choses, essayons d'en faire des petites, mais en y mettant de la grandeur. Voilà, c'est par ce mot que s'ouvre cette édition du 7-9. Le 7-9 qui est ce programme d'Héroux Télévision, cette tranche non pas d'animation mais d'information que vous propose votre chaîne ITV Héroux Télévision. Messieurs et dames, avant de commencer, nous allons vous donner les menus de cette édition. Tout de suite, place au sommaire. Le journaliste Stani Boujakira, prêt à retrouver sa famille et le sien, les correspondants de Jeune Afrique en RDC, a été finalement condamné à 6 mois d'emprisonnement alors qu'il en a déjà fait un peu plus en détention. Ce qui fait de notre confrère un homme libre. Bon retour chez vous, très cher Stani. Après la décision prise par le gouvernement d'élever le moratoire sur la peine de mort, les réactions fusent de partout qui, encourageant la mesure prise, d'autres la condamnant fermement. Nous y reviendrons au cours de ces 7-9 où nous aborderons aussi, entre autres sujets, la rectification par la Cour constitutionnelle des arrêts rendus. Voilà tout pour le titre de ce numéro du 7-9. Et comme d'habitude, nous allons commencer par l'actualité. Transition, puis place à l'actualité. L'actualité pour cette émission, c'est avec Fiston Kazadi que nous allons la découvrir. Fiston Kazadi, je vous laisse la place. Merci Amen Dimouani. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné le journaliste Stani Boujakera Tchamala à 6 mois de prison et $400 d'amende contre le 20 ans et $7 500 d'amende requis par le parquet. Cette condamnation signifie que le journaliste serait libre le temps d'accomplir les formalités administratives à la prison centrale de Makala. Mais en réaction, Amen Dimouani, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo rejette en bloc la condamnation des 6 mois du journaliste Stani Boujakera. Pourquoi donc? Bon, il pense que c'est une décision prise précipitamment, ce serait aussi politique. Pour le RAGEC, cette décision-là est donc politique et ne va pas dans le sens d'honorer notre ami, mais le plus important, c'est que Stani est libre. Stani, partout où vous vous trouvez, bon retour chez vous. Nous sommes heureux de vous savoir désormais en homme libre, malgré cette condamnation qui fait tache d'huile. Autre chose, Fiston Kazadi. Oui, le gouvernement congolais a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres selon une note circulaire de la ministre de la Justice et garde des Sceaux datée du 13 mars de cette année. Cette note est adressée aux chefs des institutions dont le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle. Je pense donc que nous allons suivre les 2 reportages, c'est-à-dire le premier reportage sur Stani et puis le deuxième reportage sur le moratoire. C'est une simple circulaire du ministère de la Justice et elle ne passe pas inaperçue en République démocratique du Congo. Le rétablissement de la peine de mort, objectif, explique la ministre, débarrasser l'armée congolaise des traîtres et endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Une décision qui fait sens pour certains Congolais. La peine de mort, c'est normal, puisqu'il faut arrêter l'hémorragie. Les virus là, ça ne peut pas passer. L'hémorragie de trahir le pays. Nous faut trahir le pays pour avoir de l'argent, c'est pas bon. La circulaire s'inscrit dans un contexte bien précis en RDC. La déroute de l'armée face à la progression du M23, le mouvement rebelle qui s'est emparé de vastes pans de territoire au Nord Kivu depuis 2021 et que Kinshasa accuse de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est du pays avec le soutien du Rwanda. Donc sur cette levée de
du moratoire fixant la peine de mort. Et des réactions, on a dit dans le sommaire, qui en a beaucoup, parmi les dernières, celle du chef de l'église catholique ici en RDC, Monseigneur Fridolin Ambongo. Je crois que c'est bien ça, Fisson Kazadi. Exactement, Amen Dimoni. Le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé au cours d'une interview des approbations à propos de la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Le chef de l'église catholique à Kinshasa s'est dit craindre que cette mesure ouvre la voie au règlement des comptes. L'archevêque de Kinshasa pense qu'un gouvernement responsable ne peut pas prendre une telle décision. Suivons le cardinal Fridolin Ambongo. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Restons dans le chapitre de réaction, Fiston Kazali. Une autre réaction, le prix Nobel de la paix 2018 est candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023. Denis Mukwege s'oppose à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Il estime que cette mesure est populiste et particulièrement dangereuse dans un pays où la justice serait malade. Tandis que Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, soutient son application seulement aux complices des crimes de guerre dans l'Est de la RDC, Amen Dimoni. Voilà, suite de l'actualité. Et l'Union européenne déplore le rétablissement de la peine de mort en République démocratique du Congo. Pour l'Union européenne, la peine capitale viole les droits inaliénables à la vie et incompatible avec la dignité humaine. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif efficace contre la criminalité et rend irréversible toute erreur judiciaire. Je pense que ce serait tout au chapitre des réactions. Exactement. On va passer à autre chose. Autre chose, la rencontre qui pointe à l'horizon entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue Paul Kagame à Luanda continue de faire réagir l'opinion. Pour les professeurs Nona, il est normal que le chef de l'État continue de faire la diplomatie, mais cela ne peut pas lui empêcher d'utiliser aussi des armes pour régler les comptes aux ennemis de la République dans l'Est de la RDC. Nous allons suivre cette interview, nous allons revenir tout à l'heure. La diplomatie, c'est celle-là. On ne doit pas s'avouer vaincu quand quelque chose ne marche pas encore, quand on n'a pas encore obtenu ce qu'on veut. Il faut continuer à faire la diplomatie. Et dans ce que tu viens de dire avec l'éventuelle rencontre encore avec le président rwandais, Kagame, vous savez, qu'on le veuille ou pas, le président rwandais est l'incarnation de la diplomatie de mensonge. Voilà. Pendant longtemps, cette diplomatie de mensonge a eu du succès. Et ce n'est pas facile que pour quelque temps, qu'on puisse totalement terminer cela. La diplomatie, telle qu'elle est faite maintenant chez nous, ou telle qu'on la connaît, ne doit pas se limiter seulement à la simple, à la diplomatie classique.
La diplomatie doit être associée aux armes. Et il y a un célèbre stratège, un général, je crois, si je ne me trompe pas, Bismarck, disait que la diplomatie sans les armes ressemble à la musique sans les instruments. Fiston Kazadi, le professeur Nona, c'est quoi son prénom déjà? Jean-Pierre. Professeur Jean-Pierre Nona, parler d'Otto von Bismarck. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'option diplomatie ou l'option aller carrément en guerre? Bon, Amen, vous savez, j'ai été toujours direct, moi. Quand vous me faites la guerre, je vous fais la guerre. Quand vous voulez que nous puissions aller dans un terrain où on doit discuter, on doit discuter. Pourquoi, parce que nous sommes pourquoi faire la africains. guerre quand on sait que toutes les guerres finissent toujours par Non, une table quand quelqu'un t'attaque, tu dois te défendre. Sur de l'actualité avec vous, Fiston Kazadi. Merci beaucoup. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupe des entreprises chinoises. Il s'agit du 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008. C'est un partenariat gagnant-gagnant, comme a indiqué le ministre des Infrastructures, Guissaro. C'était à la présidence de la République. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui contre le prénom. Oui, le ministre Alexis Guissaro, celui que nous avons suivi tout à l'heure. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix Antoine Tshisekedi, il a plu à son Excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards $, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts, en ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Nous allons toujours rester dans ces dossiers contrats chinois parce qu'après la présidence, ça s'est passé à la primature. Exactement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a organisé la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais. C'était au siège de l'agence de pilotage de coordination de la collaboration signée entre la RDC et les partenaires privés. Une cérémonie qui fait suite à la signature le 15 mars dernier de l'avenant numéro 5 de la convention sino-congolais. Amen Dimoni. Reportage. Je recommande à la PCA de s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et en multiplier, bien sûr, en tenant compte de l'accompagnement de toutes les parties prenantes,
Ceci nécessite que la PCLC puisse pleinement de toutes ses prérogatives jouir vis-à-vis des partenaires concernés. Cette relance voulue par le chef de l'État, je l'ai rappelé ici tout à l'heure, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme Sino-Congo, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, ce qui implique une gestion efficiente qui en découle. Cette relance tombe à point nommé au début de ce deuxième quinquennat de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme, tutelle ici dit de l'APCLC, et mon office reste ouverte à vos sollicitations pour que nous puissions ensemble répondre aux défis du développement de la République démocratique du Congo, notamment par le programme sino-congolais et par les autres conventions à venir. Voilà, nous restons toujours en économie. Nous allons parler des dollarisations de l'économie nationale. Cette fois-ci, il en était question lors du dernier Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de mettre fin au paiement en devises étrangères pour les taxes, redevances et factures des services publics. Cette décision va s'appliquer à partir de ce 1er avril. La décision a été annoncée à l'issue de la récente réunion du Conseil de ministres. Pour l'économiste Al Kitenge, seul le ministre de l'économie doit s'impliquer pour que le pays puisse avoir une économie forte et faire face à la situation actuelle de l'inflation. Amen du moins. Suivant Al Kitenge, il est économiste, il est expert, analyste en questions économiques. Notre pays fait exactement la même chose depuis près de 20 ans. C'est depuis Matata qu'on voulait dédollariser l'économie congolaise. On s'est rendu compte que ça n'a pas donné de résultat. En utilisant exactement les mêmes mesures, je me demande pourquoi on pense qu'on peut faire une différence. En réalité, poser la question à Madame la gouverneure de la Banque centrale pour expliquer comment et pourquoi la monnaie est en train de se dégrader est justement de ce qu'on appelle les conséquences. Et ça ne sert à rien. Elle n'est pas la bonne personne pour en parler. La bonne personne pour en parler, c'est le ministre de l'économie. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes est liée à deux choses fondamentales. La première, c'est que nous avons une économie largement extravertie. La deuxième, c'est que nous avons une économie largement informelle. Les deux mises ensemble, c'est une véritable bombe. Ça ne peut pas permettre que nous ayons une économie stable et résiliente. Je pense qu'il faut avoir le courage d'aller dans la structure de l'économie pour être en mesure d'espérer faire jouer à notre monnaie un rôle important. La place que prend le dollar, aussi bien dans le crédit que dans l'économie que dans les importations, c'est lié au fait de la qualité et la provenance des biens que nous consommons ici. Le fait est que nous consommons des choses qui sont produites à l'étranger. Ça veut dire que volontairement ou involontairement, j'espère que c'est volontairement et pas involontairement parce que ce serait une insulte de plus, nous sommes un peuple qui finance le travail des autres et qui se retourne vers les politiciens et leur disent « créez-nous des emplois ». Non, nos emplois nous sont volés par des gens qui importent des biens de toute espèce à l'extérieur. C'était là l'avis de l'expert Al Kitenge. Pour lui, rien de nouveau. Il faut aller à la pratique. Suite de l'actualité avec vous, Fiston Kazedi. Oui, la ministre de Justice et Garde des Sceaux vient de mettre en garde les députés provinciaux qui vont tomber dans les pièges de corruption auprès des sénateurs et gouverneurs pendant leur élection. Elle a promis de mettre en place une équipe de services de sécurité pour suivre la situation. C'est pourquoi elle a été invitée par le chef de l'État pour des précisions. Amen Dimoni. Oui, nous allons suivre la ministre de la Justice. Hein? Exact. Je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs
et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Fiston Kazadi, Madame Rose Mutombo l'a dit, quand on sait qu'il y a un corrupteur qui donne l'argent et un corrompu, qui va accuser l'autre à la justice? Qui va dénoncer? Bon, tous sont coupables devant la justice, mais vous savez, dans les cas d'espèce, ce sont des députés professions qui seront frappés, hein, j'espère. Non, mais les corrupteurs aussi, les candidats, sénateurs et gouverneurs aussi doivent l'être. Si vous comprenez bien ce que la ministre a dit, ce sont des députés provinciaux qui sont sous surveillance. Donc, ce n'est pas un travail facile, hein? Non, pas facile. Ça ne sera pas facile, mais moi, j'ai aimé l'interpellation parce que vous et moi, nous connaissons ce qui se passe pendant cette période-là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on ne peut pas se voiler la face à Mendy Moigny. Nous savons tous que la plupart des députés provinciaux monnaient leur vote auprès des gouverneurs et sénateurs. C'est connu. Alors que nous devons quand même changer les choses. Voilà, puisque nous parlons politique, nous sommes déjà dans les élections. Ce qui concerne donc les partis politiques, nous allons parler partis politiques avec vous encore, Fiston Kazadi. Oui, cette fois-ci avec le député honoraire Ados Ndombasi qui vient de lancer une nouvelle plateforme politique qui se positionne à l'opposition. Ces derniers a comme objectif d'apporter un nouveau souffle dans l'opposition pour le changement. Il invite par ailleurs le pouvoir en place d'accepter et puis d'écouter les points de vue de l'opposition pour que le pays puisse connaître un nouvel élan. Mais il ne parle pas de Martin Fayoulou? Oui, il a parlé aussi de Martin Fayoulou. Parce qu'il était avec Martin Fayoulou avant. Exactement. Suivons Ados Ndombasi dans cet extrait. Alternative 2028 est un regroupement politique congolais qui est composé de partis politiques, d'associations, de mouvements citoyens et de personnalités politiques. Nous avons un objectif bien précis, c'est repenser l'opposition congolaise. Amener une idéologie nouvelle dans l'opposition, mais surtout dans la politique congolaise. Aujourd'hui, quand vous fouillez bien la politique congolaise, il n'y a pas d'idéologie. Ou, dans la politique congolaise, vous y trouviez comme idéologie le tribalisme, le clanisme, le népotisme, les détournements. Mais moi, Ados Ndombasi, j'ai toujours fait de l'opposition républicaine, même en étant dans la Mouka. La preuve en est que j'ai fait des propositions de loi. J'ai fait des interpellations au niveau du Parlement. J'ai défendu le peuple congolais. Moi, c'est mon opposition à moi. C'est ma ligne de conduite. Depuis que je suis dans l'opposition, je suis dans une famille qui est la Mouka, j'étais dans une famille qui était les Sidé, mais en faisant une politique qui peut apporter un avenir radieux à mes frères et sœurs. J'aimerais dire aussi à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui de faire attention, d'arrêter les frustrations. Parce qu'à un moment, quand il y aura des milliers de frustrés, ce sera l'hécatombe. Je demanderai au pouvoir en place d'écouter les frustrés, de ne pas faire fi de leurs demandes. Essayons de nous entendre entre Congolais. S'il est possible de se retrouver et discuter entre Congolais, C'est alors Ados Ndombasi qui quitte
plateforme de l'opposition, donc Martin Fayoulou, pour aller se créer son propre mouvement. Cette fois-ci, rentrons du côté du pouvoir, où c'est au parti de Vital Kamerhe que ça se passe. Il est cadre de l'Union pour la nation congolaise, Tochumani Kisombe, qui vient de démissionner à ses partis de Vital Kamerhe, qu'il accuse de tribalistes. Il affirme en outre que l'UNC de Vital Kamerhe est au service de sa famille biologique et non des sympathisants qui militent pour l'intérêt du parti. Voilà, suivant Tochumani Kisombe. Tochumani Kisombe, coordonnateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile affiliée à l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, concerne ma démission du parti. Monsieur le Président national, je viens par la présente déposer ma démission de l'UNC non sans regret. En effet, au vu de la dégringolade du leadership constaté par vos scores personnels aux élections législatives, passant successivement de 100 000 voix en 2006 à 90 000 voix en 2011, puis à 80 000 voix en 2018 et à 17 000 voix en 2023, la preuve est irréfutablement faite que l'homme a tout perdu, et ce, malheureusement pour des raisons dont la responsabilité lui incombe. Car l'usage et l'installation des pratiques politiquement et moralement condamnables de mettre les différents acteurs politiques et collaborateurs de son parti en conflit interminable dans le but machiavélique de consolider son leadership dans le temps s'est avérée destructrice et autodestructrice. Dans le même sens, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme et la coterie instaurés en mode de fonctionnement quotidien par le président national de l'UNC ont eu au fil du temps pour conséquence l'exclusion de toute possibilité d'émergence pourtant dûment méritée des membres du parti originaires d'autres provinces. Il importe également de relever que le positionnement avant tout de la famille biologique et tribale du président national du parti, de son épouse, de ses enfants, de ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, gendres et j'en passe, dans les promotions, nominations et autres avantages à caractère lucratif du parti, au détriment total des vaillants combattants du parti, faisant ainsi dépérir tous les droits de ces Congolais, jeunes et vieux, sans voix, en quête de réalisation de lendemains collectifs et individuels meilleurs au sein de son parti, l'UNC, visiblement créé, au regard de ce qui précède, dans le but d'escroquer, me pousse à m'opposer, à brandir dans un sursaut nationaliste et républicain qui passe par la dénonciation, la condamnation de tant de mots et en conséquence, naturellement, à démissionner de ce parti, l'UNC, qui a tout perdu des valeurs pour lesquelles je m'étais engagé le 17 novembre 2017. Les séparations se passent de manière très très dure. Il faut dire que du côté de l'UNC, Fiston Kazadi, il y a eu aussi réponse du berger à la bergère, mais avec des mots durs que nous nous proposons peut-être de donner à nos téléspectateurs prochainement. Ah oui, si lui-même les concernés l'écouter, ça ne sera pas une bonne chose. On peut évoluer. Parlons de quelque chose d'un peu plus triste cette fois-ci. Voilà, l'ex-ministre des Transports, Chéribin Okende, sera enterré le 20 mars de cette année. Il sera inhumé 7 mois après la découverte de sa dépouille. Le programme prévoit l'exposition du corps à l'hôpital du Cinquantenaire le mercredi 20 prochain au lendemain d'une veillée mortuaire. Une messe sera dite à sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo avant la mise en terre du corps à la nécropole de la Nsele. Il faut noter que le corps de Chéribin Okende a été retrouvé sans vie le 13 juillet dans sa Jeep sur la route poids lourd Amen Dimouane. Paix à Chéribin Okende. Paix à son âme, paix à ton âme, vaillant soldat de la République. Nous allons finir par aller du côté du ministère de la Défense. Exactement. Ça sera le dernier sujet de ces jours que vous nous avez apporté, Fiston Kazadi. Fin de la formation de 57 lieutenants de la 35e promotion
ordinaire et 376 de la 18e session spéciale des FARDC. Ils ont prêté serment de fidélité et loyauté pour servir la nation. Présent à cette cérémonie, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a félicité ses officiers et leur a demandé de travailler pour l'intérêt de la nation. Voilà, merci Fiston Kazadi d'être passé. C'est par ces reportages que nous allons nous séparer. Et à très prochainement, Fiston Kazadi. Merci, Amen Dimoni. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leur pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenant et la prestation du serment de l'officier. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Thuo Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par le gouvernement à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté aux nombreux défis. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle et qu'il en va sans dire que la formation est le premier pilier, qui puisse être celle des officiers. Ne dit-on pas que la grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses officiers? C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire pour le général Thuo. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines de fonctionnement de notre armée. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour amorcer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu, autant que dans toute autre circonstance, et résister jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement à cette condition vous construirez un leadership efficace
et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers le territoire national. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes. Notre domaine à nous, l'information. Lorsque nous essayons de la donner, nous essayons de faire un effort pour la comprendre nous-mêmes, mais vous aider aussi à la comprendre. Voilà pourquoi, un peu chaque jour sur ces plateaux, intervient ces messieurs qu'on appelle Dieu merci Moukoko. Bonjour, Beauté, bonsoir. Salut Amendi Bani. Aujourd'hui, nous allons parler de la Cour constitutionnelle. On le sait, la Cour a rendu les résultats finaux des législatives nationales. On pensait que c'était fini, on pensait que l'avis de la Cour, cette fois-là, est irréfutable, inattaquable. Mais on apprend qu'il se peut que la Cour revienne encore sur ce qui a été décidé, et ce, dans les cadres de ce qu'on appelle erreurs matérielles. Qu'est-ce que c'est vraiment ces erreurs matérielles? Nous pouvons affirmer à Mendimoni, comme vous l'avez dit, que la Cour s'est déjà dessaisie de tous ces dossiers, plutôt de tous ces dossiers, parce que, vous savez, lorsque le juge se prononce au terme d'un arrêt ou d'une décision judiciaire, il s'est dessaisi totalement de tous les dossiers qu'il a sur sa table. Et lié à cette affaire, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, même si la Cour constitutionnelle va venir pour une révisitation sur les dossiers, ce ne serait pas au niveau du fond, mais cela serait au niveau de la forme. Parce que vous savez que ces rectifications vont se poser autour des erreurs matérielles. Et vous savez, quand on parle d'erreurs matérielles, nous savons ce que c'est en termes de droit, même si les avis sont partagés. Qu'est-ce que c'est donc une erreur matérielle pour ce cas-ci? Le droit comparé définit l'erreur matérielle sous son sens pour nous dire que ça peut être des erreurs ou des défauts soumis dans un document à ce qu'il s'agit de la publicité de droit. Et par rapport à certaines conséquences, nous avons vu des doctrinaires en droit congolais qui se demandent réellement s'il y aura incidence au terme des dispositifs de tous ces arrêts. Mais ici, il n'y a pas incidence au niveau du dispositif des arrêts parce que les erreurs matériaux, comme il faut dire, c'est simplement... Excusez-moi. Ah, on vous comprend. Un verre d'eau, si vous pouvez. Allez-y, vous disiez. Alors, il peut s'agir des erreurs au terme des calculs ou d'une omission involontaire. Et vous savez, il peut aussi, dans certains cas, s'agir des textes qui ne sont pas complet et la Cour peut revenir éventuellement sur cela. Si la régie peut nous aider, il y a des doctrinaires en droit congolais qui ont défini l'erreur matérielle à leur manière et ici il s'agit d'un doctrinaire en droit qui est Alain Kahala qui a parlé longuement sur l'erreur matérielle en droit congolais. Quand on parle de l'erreur matérielle, nous pouvons comprendre l'erreur matérielle comme une erreur qui vient dans le contenu d'un jugement. Lors de la rédaction d'un jugement, on peut voir des erreurs qui peuvent apparaître, mais c'est là, nous pouvons dire que le magistrat peut commettre ces erreurs par inadvertance ou dans un sens qui est plus ou moins involontaire. Quand vous avez touché les sujets autour de l'article 93 de la loi qui est relative à la Cour constitutionnelle, nous savons tous que les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours. Ce sont des arrêts qui restent à son état et qui est d'ailleurs d'une application immédiate. Et nous comprendrons à partir de là que ces arrêts-là ne seront pas touchés nouvellement, mais il s'agira cette fois-ci de revenir sur des petites fautes qui doivent amener la Cour à harmoniser. D'accord avec vous, Dieu merci, Moukoko. Mais je dis ceci. Parlons de cette quarantaine de députés qui ont été, des candidats qui ont été rétablis dans leurs droits. C'est ça, non? Effectivement. Une quarantaine contre d'autres qui ont perdu leur siège. Quand on parle ici de la définition des erreurs ou d'une erreur matérielle, on dit erreur de calcul ou confusion de nom. Donc, il se peut qu'après les résultats définitifs que nous a donné la Cour constitutionnelle,
que nous ayons encore sur les 44 quelques-uns qui perdent encore leur siège par erreur de calcul ou confusion de nom. Effectivement, parce que ce sont, quand on parle de l'erreur matérielle, nous sommes en train de lire devant nos téléspectateurs que l'erreur matérielle est une erreur contenue dans un jugement ou dans un arrêt rendu par le juge au moment de sa rédaction. C'est au moment de la rédaction qu'une erreur peut apparaître dans ce sens-là. Au lieu d'écrire Dieu merci Moukoko, quelqu'un écrira par exemple Christian Vozolo. Par exemple, Dieu merci Makoko. Ou peut-être Dieu merci Dimwani. Ça peut arriver aussi que cela apparaisse dans tous ces arrêts-là auxquels la Cour aujourd'hui reviendra uniquement pour revisiter tous ces erreurs commises de manière involontaire. Maintenant, on a donc sur les autres là qui sont rétablis dans leurs fonctions, 1, 2 ou 3, pour remplacer. C'est bien ça, non? Nous allons voir parce que jusque-là, par rapport à la rectification, nous n'avons pas encore un arrêt final qui nous prouve, mais aujourd'hui, les requêtes par rapport à la rectification des erreurs matérielles sont déposées au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle et nous ne savons pas combien de nombre de requêtes y sont. On verra l'issue par rapport à cela. Nous avons vu par exemple un document signé par Modeste Batilou-Kwebo. Je suppose qu'il a signé ces documents en tant que président du regroupement politique qui demande à la Cour de revenir. Il pense que le cas d'un de leurs candidats, un certain autre Bahati qui aurait perdu son siège, serait le résultat d'une erreur matérielle. L'idée qu'il faut enlever ou il faut s'échapper de l'idée de voir la rectification du jugement. Oui, la rectification du jugement parce que, vous savez, lorsque nous allons sur la voie des recours, cela amène à un réexamen de tous ces dossiers. Ici, on n'est pas dans un recours. Nous ne sommes pas dans le cadre des recours et la plupart pensent que nous reviendrons sur la même philosophie du travail. Ici, il s'agit bien des erreurs que le juge va constater et partant de cette constatation, ils vont dégager l'idée si réellement il y avait erreur ou pas. De toute façon, nous pouvons soutenir l'idée de la Cour pour voir si réellement ils ont corrigé ou ils n'ont pas corrigé parce que vous savez aussi que dans notre manière de faire, tout le monde se chercherait toujours un moyen pour atteindre l'autorité et faire passer sa requête d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, même la Cour constitutionnelle sera invitée, lui aussi, de revenir et de regarder si ce travail-là a été vraiment bien fait pour garantir aussi sa dignité et surtout la force qu'il incarne au sein de notre République. Maître Dieu, merci beaucoup. Ici, on n'a pas une durée de temps pour dire qu'on a tel délai pour déposer ou demander rectification par rapport à ces erreurs matérielles. Nous ne revenons pas comme tous ces recours en termes, par exemple, que nous avons dit en matière électorale où le législateur lui-même a prévu un délai. Non, ici, il s'agit d'un travail qui reste purement administratif et donc tout moment que nous pourrons déposer ces requêtes-là pourra être soumis à un examen. Merci pour cet éclairage, Dieu merci Moukoko. Mais l'actualité reste marquée évidemment par le moratoire qui a été levé. Revenons d'abord sur ces moratoires. En 2 termes simples, quelle est la petite histoire de ces moratoires signés par la RDC? Vous savez, tout a commencé depuis l'année 99 où Laurent Désiré Kabila a été encore président en ces temps-là et partie de ces grands rassemblements du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il était donc temps que le monde en général opte pour l'abolition de la peine de mort. Et ce qui a été fait sous d'autres cieux et d'autres États ont opté pour cela. Mais il était de rigueur pour la République démocratique du Congo de mettre encore de réserves par rapport à cette question parce que vous savez que cette guerre que nous sommes en train de traverser aujourd'hui n'est pas une question qui a commencé pendant Laurent Désiré Kabila. C'est des conflits qui ont commencé beaucoup d'années avant et il fallait vraiment minutieusement étudier les dossiers et pouvoir dégager s'il fallait que la République démocratique du Congo
opte pour l'abolition de la peine de mort. En 2002 et même pendant que le président Joseph Kabila a été là, plusieurs fois la Constitution a été menacée par sa révision où il fallait inclure l'abolition de la peine de mort, mais vous savez, avec le concours de certains techniciens en droit et même le Parlement, cette question est restée toujours sur le table de la réflexion jusqu'à ce qu'aujourd'hui, depuis 1999, nous avons vécu ou traversé de moments où toute cette époque, avec le moratoire qui a suspendu l'application de la peine de mort pour garantir d'abord la paix et aussi pour postuler par rapport au concours de l'avancée des droits humanitaires. Parce que la peine de mort aujourd'hui est un fait qui aujourd'hui véhicule l'image d'un État en termes d'avancée de droits. Et vous savez, les acteurs sociaux, les ONG, les EASBL, tous ces ONG qui travaillent... Comment on dit à Kinshasa, droits humains. Voilà, qui travaillent avec les ONG qui font la promotion du droit, militent chaque jour sur l'abolition de la peine de mort. Nous avons émis ces réserves. Curieusement, aujourd'hui, suite à ce que nous traversons, nous constatons que le Conseil supérieur de la sécurité avait sollicité auprès du président de la République, en tout cas, qu'il y ait levé de cette moratoire pour permettre aux autorités de l'armée de sanctionner les traîtres qu'il y avait au sein de l'armée. Chose faite, c'est un acte à féliciter et aujourd'hui la RDC a Vous dites acte à féliciter, mais beaucoup de contradictions, beaucoup de réactions qui vont de part et d'autre. Les avis sont partagés parce que pour les évolutionnistes en droit, il fallait complètement abolir la peine de mort en ce qui concerne le contexte de la République démocratique du Congo pour postuler encore dans ces concours de volition de droit. Parce que vous savez, il y a des États qui s'assument aujourd'hui en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Les États-Unis, par exemple. Effectivement. Il y a des États où la peine de mort continue à être appliquée. Et lorsque vous lirez les commentaires de plusieurs doctrinaires, ils disent que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de ratifier cet acte, mais la RDC avait toujours continué sur ce terrain pour émettre réserve. Aujourd'hui, par exemple, quand on nous dit que les acteurs politiques sont divisés par rapport à cela, parce que certains nous diront que nous avons une justice malade, certains nous diront de l'autre côté qu'il ne fallait vraiment pas lever parce que oui, les condamnations, il y en a comme il y en aura, où nous traversons toujours cette période de condamnation. Mais moi, je crois que c'est assorti de la sagesse des autorités pour pouvoir, en tout cas dans un cas, balayer au sein de l'armée tous ces traîtres qui pourront encore susciter du désordre. On a peur que le régime en place se réveille demain matin et dire et condamner à mort un opposant. Hein. Beaucoup de gens craignent ça. Qu'il y ait une récupération politique. La plupart des cas dans ces récupérations politiques, il faut souligner aussi la dictature. Et nous prenons la démocratie. Nous avons un Parlement qui existe. Et même si aujourd'hui nous pouvons réhabiliter la peine de mort, je crois encore que nous sommes au niveau d'une circulaire du ministre de la Justice qui vient nécessairement pour informer le service compétent en ce qui concerne l'application de cette levée. Mais avec les temps, le Parlement doit s'asseoir avec le concours de tous les décideurs. Voilà, maître, Dieu merci Moukoko, c'était un plaisir que de vous avoir sur ces plateaux. On a beaucoup appris, comme d'habitude d'ailleurs. À très bientôt pour d'autres sujets aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Merci, Amen. Je reviendrai si vous m'invitez. Place à une autre rubrique que nous allons découvrir tout à l'heure. Héros Télévision. Avec nous sur ces plateaux, Abigaël Nzeza, c'est un nouveau visage avec lequel il faut vous habituer. Abigaël Mbote, bonjour, bonsoir. Mote, bonjour. Avec vous, nous allons parler de la santé. Nous allons parler de la gratuité de la maternité, des arts de santé qui se retrouvent sans produits pharmaceutiques, mais aussi de l'évolution du monkeypox, mais aussi des manifestations des médecins. On est à Bukavu. Allez-y, nous vous écoutons.
Ok. Le gouvernement de la RDC tient à l'accélération des processus de la gratuité de la maternité. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, lors de la 129e réunion du Conseil des ministres. Selon le chef du gouvernement, cette campagne qui touchait jusque-là 5 provinces doit s'étendre à présent à 12 provinces d'ici le mois d'avril. Les restes de provinces seront concernés d'ici la fin de l'année. Autre information? Autre chose, 14 heures de santé sur le 23 que compte la zone de santé de Keina dans le territoire de Loubéroson. On passe de connaître une rupture de médicaments. L'alerte est donnée par le médecin des zones de santé, Dr Aloïs Malaï-Bouana, qui justifie cette situation en l'afflux des déplacés dans la région. De déplacés qui fuient les combats entre FARDC et rebelles 1-23 dans le territoire de Massissi et Rutshuru. Nous allons parler du monkeypox. Oui, au moins 35 malades atteints de la variole des singes ont trouvé la mort depuis le début de l'année. Dans le territoire de Bolomba, province de l'Équateur. Plusieurs villageois arrivés à Mbandaka affirment que les signes des monkeypox ont apparu dans les territoires de Bolomba il y a plus d'une année. Mais le groupement Bokala est parmi les plus touchés par la maladie dans la zone de santé de Monieka. Pas toujours facile de dire Bolomba, elle est dans Bolomba. C'est trop difficile. Bolomba, vu que c'est pour les Rendons-nous à Bukavu à présent, Abigail. Oui, les professionnels de santé et autres agents administratifs de Bukavu ont organisé vendredi 15 mars une marche pacifique pour réclamer la bancarisation de leur salaire prime. Pour le professionnel de santé, leur secteur doit subir un nettoyage profond afin de faire bénéficier les agents actifs à la place de fictifs, dont certaines ont été appréhendées. Abigail, merci pour ces premiers passages que nous saluons sur Héros Télévision et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était la première partie de cette émission. Nous allons tout de suite aller vers la deuxième partie, mais après cette transition. yango yo mpoka to mosombo elinda memungwa ndeleki mamenga pekisenga tika koengaenga mamenga lakisenga koma kolubaluba mamenga yebisenga ke azali teliyebu mamenga pekisenga tika koengaenga butu ekomani midi manda lundi ti dimanche butu nyonso mopiato kitoko ya talatala mamenga singa mwene mamenga yoka mawa mamenga yeba nzambe mabele makonzi nani ya imba kitoko ezalaka nde mabele babangaka bokilo batosaka baboti ata ya bavoisin mabele mokonzi nani ayemba ye mama nde ayebaka papa ya mwana na ye mama nde alakisaka mwana papa na ye babotaka mwana kasi motema te babotaka mwana kasi motema te mwana ya nyau ajour akoki mpe akoma nkoi mamenga pekisenga tika koengaenga mamenga lakisenga koma kolubaluba mamenga yebisenga ke azali teliyebu mamenga pekisenga tika koengaenga butu ekomani midi manda lundi ti dimanche butu nyonso mopiato kitoko ya talatala mamenga singa mwene mamenga
Yokamawa Mamenga Yebanzame Aye mboke tumaye Aye mboke tumaye Mwana moke bongia yeba lokutate Okote kama na pria film Okuri na zango ya badi amour Mawa Moto nyonso tumandefu na mandefu Toko yeba te na nimyaka Moto nyonso tubambongo na baposho tokoyeba te nani ngwandu nani changeur de monnaie Richard Patrao Mamenga pekisenga tika koyenga Aristote Muto Mamenga lakisenga koma kulubalo David Mangaya Mamenga yebisenga kezali teliebo Richard Kabana Mamenga pekisenga tika koyenga yenga Butu ekonane midi Manga lundi ti dimanche Butu nyonso mopiato Kitoko ya talatala Mamenga Sunga mwene Mamenga Zambrota Yokamawa Mamenga Yebanzambe Sofiano Taufik Akadi Kota Mulongo Kota Mutanda Oswald Omeki Kota Mulongo Kota Mutanda Thomas Asoba Kota Mulongo Kota Mutanda Romuald Wadani Kota Mulongo Kota Mulongo Kota Mutanda Félix Ewi Kota Mulongo Kota Mutanda Lionel Talon Kota Mulongo Mike Yebri Kota Mulongo Kaya Kaya Musa Kota Mutanda Kota Mulongo Kota Mulongo Kota Mutanda Jacques Kamamvwama Kota Mutanda Toleka Yiboucheri Messieurs et dames, c'était là le dernier Koffi Olomide. Nous, ici, nous parlons de l'actualité. Et l'actualité qui défraie la chronique, c'est aussi cette chanson. Mame Yenga, d'Antoine Agbepa, Mumba, dit Koffi Olomide. Avec nous sur ce plateau, nous accueillons notre invité. Il s'appelle Monsieur Gérard Alemba, l'homme de la symbolique. C'est comme ça que s'appelle son média. Gérard Alemba, comment allez-vous? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Mame Yenga, vous avez déjà vu le clip avant? Non. Vous venez de découvrir? Non, oui, à peine. Une chanson qui fait mouche et qui fait jaser. Vous êtes au courant? Moi, je ne sais pas. Dieu m'a fait grâce de quitter un peu tout ce qui est comme... Ben vous êtes journaliste, c'est l'actualité. Bien sûr, oui. De souffrir que je termine ma phrase, non? Je me sens un peu débranché. Hein? Je ne suis pas assez outillé pour donner quelconque avis sur... Mais je dois vous avouer que je crois que j'ai suivi sa fille qui parlait qu'elle est la fille de Mame Yenga. Là, j'ai vu ça sur Facebook. De Papa Yenga, en fait. Bon, derrière. Il y a à boire et à manger. En tout cas, sa fille a parlé de Yenga. Alors, quand j'entends encore la chanson... Il s'agit de Koffi Olomide, donc. Bien sûr que oui. De son ex-épouse, Alia, qu'elle s'appelle. Et de sa fille, Didi Stone. Voilà, c'est Didi Stone qui parle. Dans l'affaire, il y a aussi, on l'appelle Maman Si, elle s'appelle Cindy. C'est la femme qui accompagne Koffi Olomide en chanson, mais aussi désormais dans sa vie. Et ça crée une polémique terrible parce que ça va mal entre Koffi Olomide et son ex-épouse. Et sa fille est entrée dans ces conflits-là, donc ça devient une guerre familiale. Et là, je ne sais pas, Koffi Olomide, pour ironiser ou quoi, il en a fait une chanson. Waouh, amen. Je dois vous avouer que c'est un monde assez complexe. Et pour garder ou maintenir leur popularité, nos stars sont capables de tout. Mais actuellement, avec la montée des réseaux sociaux aujourd'hui, avec toutes les anti-valeurs qui viennent avec. On les regrette, vraiment on les regrette. Ce sont des stars, ce sont des modèles. Hein? Quand Koffi donne un avis sur le plan politique, pourquoi ça crée de buzz?
parce qu'il s'appelle Kofi Olomide. Et il est candidat sénateur, hein, pour votre information. Je pense que vous le savez d'ailleurs. Ça, je connais, je crois, pour le côté de la FDC. Maintenant, quand il vient à l'encontre de valeurs morales, vous voyez un peu des milliers... Valeurs familiales même. Voilà, des milliers, des millions de jeunes qui seront emportés. Alors, quand il s'agit de sa fille, je crois que ce n'est pas son aîné. Hein, Didison doit être parmi les cadets, je ne sais pas. Et que s'il y a conflit entre parents, entre la fille et son papa, et ça doit être traité de cette manière ici, avec des colibés, hein, tu vois un peu ça. Je ne vois pas... Bon, de toute façon, moi, je crois à la Bible, je préfère rester un peu à la Bible. Hein. Le Seigneur a dit un jour, ce qui doit arriver arrivera. Hein. Il a dit à Jida, va ce que tu dois faire, va le faire. Donc, tout ce qui est comme anomalie, tout ce qui est anti-biblique, puisque avant son retour, ça doit s'accomplir. Donc, d'une manière ou d'une autre, tous les demandes seront emportés un peu par la force ou la puissance de la prophétie. C'était là Gérard Lemba, il a profité de cette... Nous avons quitté avec lui Kofi Olomide pour aller à la prédication en passant. Nous allons analyser l'actualité avec Gérard Lemba, nous avons déjà commencé évidemment, mais nous allons d'abord suivre ces zappings et revenir tout à l'heure. C'est une simple circulaire du ministère de la Justice et elle ne passe pas inaperçue en République démocratique du Congo. Le rétablissement de la peine de mort, objectif, explique la ministre, débarrasser l'armée congolaise des traîtres et endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Une décision qui fait sens pour certains Congolais. La peine de mort, c'est normal, puisqu'il faut arrêter l'hémorragie. Les virus là, ça ne peut pas passer. L'hémorragie de trahir le pays. Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent d'une grave régression de l'administration de Tshisekedi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de violer ses engagements internationaux en matière de protection des droits de l'homme, mais en même temps aussi, il viole la constitution de la République démocratique du Congo, en ce que l'article 61 de cette constitution interdit l'application de la peine de mort. Depuis le moratoire décidé par l'ancien président Joseph Kabila, les condamnations à mort étaient jusqu'ici systématiquement commuées en peine de prison. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option. La notion de traître, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Bonsoir, bana mboka nyonso to bazolanda vidéo kambo esami lelo na parler du peuple mwana mobali oyo bazobetaka lokola nyama toyebi te azalaki na likambo nini oyo asali bango babeti ye po alobi ke kamera azali moyibi me bana mboka bango na bango bazobunda kuna na este bazokoka kokende kobunda bitumba te me tala ndenge bazoboma mutu oyo na esika ya parler du peuple po afingi ndeko na ye moko kamere. Ah oui,
Le délibéré n'a duré que quelques minutes au tribunal de grande instance de la Gombe. Stani Boujakera est condamné à 6 mois de prison ferme et a versé 1 million de francs congolais d'amende. Une peine plus clémente que les réquisitions du ministère public. Le procureur avait requis 20 ans de prison ferme, accusant le journaliste d'avoir fabriqué et diffusé une note des renseignements civils incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Alors Stani Boujakera, qui a toujours clamé son innocence lors de son procès, est donc reconnu coupable de falsification de documents, contrefaçon et faux en écriture. Les avocats de la défense se disent insatisfaits de ce verdict et ont annoncé faire appel. Tout au long du procès, ils ont dénoncé le manque de preuves. Jean-Marie Kabengela, l'un de ses avocats, a déclaré que Stani Boujakera devrait quitter la prison de Makala mardi matin. Il a déjà passé plus de 6 mois en détention. Sa peine est donc recouverte. L'histoire retiendra que Stani a fait l'objet d'un procès politique. C'est ce qu'a déclaré quelques heures avant l'annonce du verdict l'association Journalistes en danger lors d'une conférence de presse. Jean Alemba, la charité bien ordonnée veut que nous puissions commencer par, je ne sais pas s'il faut dire saluer, mais en tout cas nous réjouir de cette libération. Je pense qu'il n'est plus que question de quelques heures pour que Stani se retrouve en famille et chez lui. On craignait le pire, on a parlé de 20 ans, on a parlé de grosses sommes. Là, on en est finalement à 6 mois et 1 million de francs, je crois, quelque chose comme ça. Bonne nouvelle? Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Stani est un professionnel qualifié qu'on ne peut pas remettre en cause. En tout cas, la presse ne peut que se réjouir de cette bonne nouvelle. Il nous manque en tout cas. Hein. Je l'ai dit, j'ai fait des articles sur ça, j'ai assisté à des conférences de presse, des points de presse, où les organisations de la défense des droits de l'homme parlaient de Stani. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Mais seulement là où nous regrettons, c'est que la loi sur la dépénalisation des livres de presse a été déjà votée, à ce que je sache. J'ai assisté c'est pas à la plénière où Mouyaya a été invité. Jusque-là, en tout cas, sur le plan pratique, ça pose en tout cas un sérieux problème. Alors, quand on dit que l'infraction en question n'a pas été établie comme quoi que c'est falsification de documents, contrefaçon. Mais oui, c'est-à-dire que personne n'a prouvé que usage de faux. L'article en question, c'était l'œuvre de Stani. Ouais, tant que ce n'est pas encore prouvé, donc je ne trouve pas sa raison à Makala. Donc on a parlé de faux bruits, je me rappelle, je crois que c'est même Kabengele qui disait, bon, puisque vous parlez de faux bruits et qu'il a fait l'objet d'une propagation de faux bruits, mais c'est au gouvernement de nous donner les vrais bruits. Ouais, c'est au gouvernement de nous donner les vrais bruits, où est les vrais bruits. Tant qu'on n'a pas les vrais bruits, donc arrêtons aussi avec ces prétextes où vous voulez un peu museler la presse. Mais on a quand même eu peur, au nom des règlements de compte en réalité politique. Donc vous comprenez que les journalistes à sa source, si ce n'était pas lui, alors continuez vos enquêtes, vos investigations pour trouver qui était l'auteur un peu de cet article. Donc Stani, en tout cas, nous saluons sa libération. En tout cas, bienvenue à votre propre maison, qui est notre corporation, qui est la presse. Donc nous l'attendons à 2 bras ouverts. Les réquisitoires du ministère public étaient quand même terribles. 20 ans. On a eu peur. Bien sûr, on a eu chaud. Surtout qu'avec les réseaux sociaux tels que diffusés, tout le monde peut croire que c'est comme si c'était la décision du juge, alors que c'était que réquisitoire. Voilà un peu. Stani, donc on est content pour notre confrère. Stani, bienvenue à la maison. Bon retour. Nous allons parler de Stani Boujakera. Rentrons un peu dans cette actualité forte. On est encore autour de la levée du moratoire sur la peine de mort. Jusque-là, par rapport à ce que vous avez entendu ça et là, quelle analyse vous faites du sujet? Je ne suis pas juriste, je suis journaliste. Je me suis quand même
donné cette peine-là de fouiller un peu, hein, de fouiner, de moutiller un peu par rapport au sujet. Là où le moratoire a posé un problème, c'est qu'on nous dira qu'historiquement, c'était le chef de l'État, Joseph Kabila à l'époque, qui lui avait institué un peu le moratoire. Mais voilà que nous venons d'assister à une circulaire, je crois bien, signée par la ministre de la Justice. Et mes petites notions de droit, on me dit que dans les principes de parallélisme et de forme, ça ne devait qu'être un autre chef de l'État pour procéder à s'élever là. Mais je me suis informé, on m'a dit que mais tant que ce n'était pas l'arrêté, hein, ça ne pose pas un problème, mais il se pose vraiment un sérieux problème dans l'application parce que les contextes du Congo, nous assistons à pas mal de traîtres, à pas mal de gens qui malheureusement sont bien placés, ils bénéficient plus de privilèges de l'État et malheureusement c'est dans cette couche où on trouve plus de traîtres. Vous voyez un peu donc, les gouvernements c'est ça un peu presque embarrassé hein, pour laisser tous ces coulons en cravate hein, capables de tout pour trahir les pays alors que c'est eux les mieux gâtés. Donc le moratoire, c'est difficile aussi de l'autre côté parce que moi, j'ai eu toujours un peu cette difficulté-là de me débarrasser de ma casquette aussi de chrétien. Le fait que moi, dans la Bible, pour le sang, il me reste sacré. J'ai entendu, je crois, ce monsieur Kabeng, celui de la société civile, ici dire que... pour dire que le risque, c'est de se servir de cette levée comme étant levée de moratoire, bien sûr, comme étant pour régler des comptes à certains acteurs politiques. Vous pensez qu'on doit craindre ça avec ce régime? En tout cas, tout est possible. En tout avec ce régime? Non, non, non. Avec ce régime, c'est-à-dire qu'il faut faire aussi la part des choses. La part des choses, c'est quoi? Il y a le fonctionnement du système politique qui, en réalité aussi, ne dépend pas nécessairement de l'acteur principal ou du chef de l'État. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font dans ce système-là qui échappent même lui-même le chef de l'État. Il est aussi surpris, comme toi et moi, que telle chose a été commise. Donc, quand il dit, par exemple, que la justice est malade? Bien sûr que oui. Donc, il est aussi surpris que tel dossier, croyant que c'était déjà réglé, examiné, tout était, alors que peut-être Stani est toujours en prison. Quand on se plaint, par exemple, de l'infiltration au sein de l'armée? Là, maintenant, c'est pas seulement au sein de l'armée, mais à tous les niveaux. Là, on doit les regretter. Donc, là, ça ne dépend pas du régime. Hein. Là, ce sont des systèmes déjà installés. C'est déjà installé, nous y sommes encore. C'est des gens qui peuvent récupérer en mal. Ce qui est bien, vous voyez, le regroupement, ou peut-être le label que Vital Kamerhe a choisi pour dire que le PCR, c'était quoi? Pacte d'un Congo retrouvé. Je ne sais pas, je ne dirais pas qu'il a copié ça à la symbolique, mais c'est presque les mêmes termes que j'ai utilisés dans ma page Facebook. Hein, pour dire que c'est que la bonne volonté des chefs de l'État, c'est que nous voyons un peu, ce sont des signaux forts que nous avons retrouvé notre Congo, notre dignité, ne serait-ce que par ces actes. Alors, sur le terrain, quand on analyse, parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire, quand on analyse l'histoire de l'AFDEL, l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à l'avènement de Félix, on s'est dit qu'il y a eu une planification. Il y a eu une planification à tous les niveaux. Ce n'est pas les services de renseignement, les services, ce n'est pas la défense. À tous les niveaux, par les mains qu'on sort, il y a eu infiltration. Et aujourd'hui, les rebelles ou les agresseurs se servent de leurs traîtres comme ça qui malheureusement vivent avec nous pour trahir les pays. Tout à l'heure là, aujourd'hui je viens du Parlement. Alors qu'on parlait des dossiers des rapports de la commission, de la rédaction du règlement d'ordre intérieur. Mais on a encore assisté à la, comment on appelle ça, à la présentation de tous les anciens députés de Rutshuru, de Massissi et de Kwamutu. On les a présentés. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle nous a permis de suivre leur mandat. De suivre. Mais parce qu'il n'y a pas eu élection chez eux. En tout cas, il y a trop de dossiers flous.
Quoi, ils ont été hués? C'est lié. Non, pas hués. Je me dis que le même figure que j'ai vu, je crois que 4 de ces députés là de Massissi et de Rutshuru, dans la présentation, ils ont reconnu que c'est depuis 2006 qu'ils sont là. Mais pour avoir assisté à l'époque à la plénière où la CENI n'avait pas organisé, même parce que les mêmes problèmes, ou l'avait organisé en retard dans les mêmes territoires là. À l'époque, on ne parlait pas de Kwamouth, on parlait rien que de Massissi et de Rutshuru. Il s'est posé un sérieux problème. Les députés en question, qui depuis 2006 et jusqu'aujourd'hui sont encore au Parlement, quand vous suivez, quand vous demandez un peu la réalité sociopolitique sur le terrain, on vous dira qu'ils sont issus de partis minoritaires et que d'après les Échos, ils ne seraient jamais élus. Ça posait un sérieux problème. Je me rappelle, à l'époque, c'était Minako. Et Makila, l'honorable, l'ancien ministre des Transports, qui à l'époque, je me rappelle, s'est levé pour dire que ne donnons pas une brèche aux ennemis parce qu'ils sont ici de Massissi. Je ne qualifie pas, je ne remets pas en cause, mais je suis en train de rappeler les faits. C'est que depuis 2006, ce sont les mêmes députés qui sont ici, avec tout ce que nous avons comme information, qui malheureusement ne vient que démolir ou détruire la RDC ou donner une très mauvaise image de la RDC. Je me dis que peut-être nos services doivent un peu de ce côté-là revoir un peu. J'ai entendu aujourd'hui encore l'arrestation de Modorin Timba, lié toujours un peu quelque part aussi par rapport à ces histoires-là. Donc il y a tellement de ce flou. Quand on parle de Modorin Timba, ce n'est pas le seul. Il y a une vague d'arrestations qui a commencé depuis quelque temps. Que pensez-vous de ces faits? Il faut vraiment sévir? Exactement, je suis pour. Vous savez, là où ça fait peur, ici, vous savez, moi je suis journaliste. Si j'apprends quelque chose de très suspect, si j'apprends quelque chose, une mauvaise nouvelle, je n'ai que le média, je n'ai que ma plume pour le dénoncer. Mais malheureusement, chez nous, c'est qu'on constate. C'est comme si ce que nous donnons comme information, ça n'a plus d'effet. Ce que nous donnons comme information, ça n'a plus d'effet. Les arrestations, là, je partage en tout cas, je salue. Il y a des langages où les hommes politiques, je dois vraiment être clair ici, surtout de ceux-là qui sont de la classe politique du FCC, ils vous disent, vous serez surpris. Moi, je suis... Attendez, amen. Oui, vous avez raison. Moi, je crois à la Bible. Ce ne sont pas des simples phrases. Moi, je crois à la Bible. La Bible me dit ceci, que l'homme parle de la profondeur de son cœur. Donc, je prends les mots... C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Exactement. Alors, si c'est la même phrase, je peux entendre ça chez 4, 5 personnes, je me dis, même on me plaît me parler. Il y a de quoi s'interroger. Exactement. Et surtout que ça sort de qui? Vous voyez un peu, quelqu'un qui a eu à occuper des fonctions, quelqu'un pour... Et puis, c'est lui qui vous dit qu'il vous serait surpris. Qui serait surpris? De quoi? En réalité, il s'adresse à qui? Parce qu'il sait que ce n'est pas Gérard qui serait surpris. Donc, ce sont des histoires où on doit vraiment... Si les services trouvent qu'il doit y avoir vague des arrestations, je ne peux que saluer qu'il continue. Qu'il continue un peu, parce que c'est un peu trop. Malheureusement, c'est plus dans la classe de ceux qui sont plus gâtés. Ceux qui connaissent un peu le goût du major, comme on dit. Gérard Lemba, pour certaines personnes... le gouvernement, par cette mesure de levée de moratoire, ne fait que menacer. Parce que plusieurs fois, on a vu aussi d'autres personnes être interpellées, puis relâchées, sans suite. Au moins, je ne suis pas un expert de la sécurité, mais je me dis que ils connaissent bien leur travail et ils partent de certains éléments probants, en tout cas pour vous interpeller. Et si vous pouvez être libéré, je suis sûr que le fait qu'on vous libère, ce n'est pas que le dossier est clos. Hein? C'est toute une ramification où on doit remonter la filière pour savoir un peu qui fait quoi dans tel rôle le console. C'est ce qui justifie un peu la dernière descente des forces de sécurité au siège de la Fondation Kabila. Trois, je crois, péréquisitions qui a été, je crois la troisième qui a été... en tout cas, ça se justifie. Ça se justifie dans le sens... On parle d'une interpellation aussi qui s'en est suivie. Le mal, c'est plus dans la présentation. Ce n'est pas parce que
c'est la jumelle du président. Ce n'est pas... Amen. Prenons un peu tous les tableaux. Hein. Les tableaux, en réalité, est sombre. Pourquoi je dis ça? Je prends un élément. Je prends qu'il y a eu la mort de l'ancien président en Namibie, où le chef d'État était là. Mais reconnaissons aussi que le président honoraire était là. aussi. Et puis on nous apprend qu'ils ne se sont pas vus. Amen. C'est déjà un mauvais signe. Ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas salués alors qu'ils étaient au même endroit. Non, peut-être ne jouons pas avec les mots. Ils ne se sont pas salués, ils ne se sont pas vus. Au moins les deux étaient là au stade. Je crois que le chef de l'État, honoraire Joseph Kabila, a été accompagné de Francis Mouyou-Moussa. Les images, nous avons vu. C'est déjà un message. Parce qu'ici, on a appris que les deux, il n'y a plus contact. En tout cas, c'est ce que nous apprenons ici. Alors, la preuve que nous pouvons sceller avec toutes ces informations-là, c'était là au stade. Alors, quand vous ajoutez maintenant tout ce que nous avons comme les rapports de certaines sécurités, où on nous dit des mouvements suspects. Alors, ajoutez avec la descente de la DEMIAP, je crois que c'était la DEMIAP, au sein de la Fondation Musée. Parmi les histoires qu'on a emportées, je ne sais pas si vous êtes au courant, on en a emporté les véhicules qui avaient transporté Musée. Hein, donc, la dépouille de Musée. Hein, comme quoi il y aurait des effets peut-être assez compromettants à l'intérieur. Mais ajouter, toi tu as parlé de la vague, mais je veux plus illustrer. Je ne suis que dans la liste. Ajouter l'arrestation de Modero Nsimba. Il a été réhabilité par la Cour. Donc normalement, il devait être aujourd'hui au Parlement. Ancien ministre du Tourisme. Bien sûr, Modero Nsimba que je connais bien. Mais je ne sais pas défendre ou je ne sais pas peut-être l'enfoncer. Mais je réalise qu'il y a tellement des effets qui se succèdent qui montrent qu'en tout cas la sécurité ou la sûreté pose un problème. Donc laissons que les choses, surtout encore, c'est qu'avec la montée ou l'ascension de nos réseaux sociaux aussi, où tout le monde se permet de commenter, même des sujets qui lui échappent, même des réalités qu'il n'en a pas, on parle de l'acharnement, alors que vous ne connaissez rien. Et au nom d'une solidarité tribale, vous voulez défendre une cause. Donc la sécurité ne dit pas tout, elle agit. Attendons un peu voir. Mais une chose est vraie, c'est que le Congo doit rester debout, le Congo doit rester uni, tel que légué par nos aïeux. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut absolument, aujourd'hui, réguler ces secteurs pour éviter cette sorte d'intoxication, de manipulation? Réguler, je ne dirais pas c'est impossible. Mais c'est le monde entier. Nous l'avons vu au Burkina Faso, hein. Il y a des mesures qui viennent d'être prises condamnant ceux qui utilisent des réseaux sociaux pour d'autres fins. Surtout en termes de valeurs morales. D'immoralité. D'immoralité où les filles se permettent de faire des vidéos pour mettre dans les TikTok presque à moitié nues. Et je constate aussi chez nous ici, c'est parce que chez nous ici, on le remarque, c'est que je prends certaines de nos Congolaises qui sont peut-être en Europe. Il a un message à s'adresser au chef de l'État, ce qui est peut-être normal, ils utilisent les réseaux sociaux TikTok, c'est pas une consort. Mais la tenue là, c'est aussi un autre message. Tu t'adresses au chef de l'État. Tu donnes un point de vue sur l'actualité. Mais quand tu es, comment j'appelle ça, la robe de nuit là, tu as une robe de nuit. En réalité, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le message que vous adressez ou peut-être c'est la tenue que vous portez qui, sournoisement comme on dit, vous passez un autre message. Tout le monde devait se réveiller un bon jour et vouloir s'adresser au chef de l'État, vous pensez? On les regrette. C'est peut-être... Parce que nous, peut-être les réseaux sociaux, cela n'allait pas exister. Nous sommes peut-être les premières victimes où la profession ou le métier est bafoué justement par rapport à ces réseaux sociaux ici. Chez nous, on nous dit que l'information doit être récoltée, traitée et puis diffusée. Vous imaginez une telle dame venir sur votre plateau avec cette tenue et s'adresser au chef de l'État et vous allez le faire passer? Non, jamais.
Alors, il y a que, pour la plupart d'ailleurs, ce sont que des mensonges, que de soutien tribal, qui n'ont rien à voir avec la presse. Nous avons appris ces métiers ici. Nous étions à l'école pour ça. C'est à nous de les défendre. On nous a appris qu'à la télé, on ne montre pas tout. À la télé, on ne nous dit pas tout. Mais les sangs humains restent sacrés. Mais qu'est-ce que nous avons dans les réseaux sociaux? On vous montre comment, c'est pas, on est tenté de décapiter des gens. Et puis, quel pourrait être l'effet chez nos enfants, par exemple, qui regardent régulièrement ou facilement, on est tenté de décapiter. Ça devient un fait bénin. On voit un peu. Donc, réguler, je sais que c'est un peu difficile. L'impossible. Bon, ceux-là qui peut-être le font au niveau de l'Europe. Comment le gouvernement va réagir aux besoins de sanctionner? On voit un peu. Tant qu'on ne sait pas les faire pour ceux qui sont à l'extérieur, donc ça devient aussi difficile pour... Des pays comme la Chine et parce que ce sont des Congolais qui... Des pays comme la Chine et la Russie ont essayé de les faire et ça a marché. Je crois peut-être que ça a marché. N'entrent pas, toutes les images ne circulent pas. Là où on doit aussi regretter, Amen, c'est que le pays n'a pas eu un programme de civisme assez élaboré. Les Congolais, en réalité, c'est que le monde regarde. C'est comme si nous sommes les premiers à ne pas être trop attachés à notre pays. C'est vrai, on peut être emporté par l'effervescence lors de la victoire des Léopards et consorts, ça c'est une chose. Mais être attaché à ton pays, c'est-à-dire que dénoncer s'il le faut, éviter s'il y a le faire, ne serait-ce que pour sauver l'image de ton pays. Là, de ce côté-là, le Congolais est vraiment en bas, en deçà de la moyenne. Donc, c'est peut-être, ça entre directement dans le cadre du système éducatif. Hein. On doit apprendre à nos enfants. La presse doit marteler sur ça, sur le civisme, le patriotisme. Le pays, certes, a beaucoup de problèmes, mais cela ne signifie pas que quand un étranger vient vous attaquer et vous vous alignez derrière cet étranger-là. C'est absurde. Jean Lemba, nous revenons encore vers la question de la levée de ces moratoires. Vous avez suivi le cardinal Fridolin Ambongo. Le cardinal Fridolin Ambongo dit que le terme traître est utilisé de manière floue. Il dit carrément que sont traîtres en premier ceux qui nous dirigent parce qu'ils manquent à faire leur devoir comme il se faut. Est-ce que nous devons, en ces moments-ci, entendre de tels langages venant peut-être d'une personnalité de ce rang-là? Je ne partage pas cet avis-là parce que à chaque fois que le cardinal fait Vous êtes contre ces sorties médiatiques de l'Église de temps en temps? Non, c'est parce qu'il a toujours un même discours. Vous voyez un peu. Ça devient redondant? C'est ce que j'ai dit, il a toujours un même discours. Donc, tous les discours de cardinal sont plus du côté négatif à l'endroit du chef de l'État. Là, on doit les regretter. Hein? Si je dois peut-être me poser une question, qu'est-ce que j'ai entendu du bien sorti de la bouche du cardinal en faveur du chef de l'État? On voit un peu. Donc, le travail de l'Église n'est pas non plus d'ascenser le pouvoir. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez encenser, mais nous avons aussi appris pas mal sur des écoles fictives dans les écoles catholiques. Et comment le dossier a été traité? Comme quoi? Donc moi je ne suis pas politique, amen. Ne m'amène pas. Même à l'église, tout le monde n'est pas ça. Non, c'est pour vous dire que l'église catholique qu'on a pensé, vous comprenez, en termes de la défense des valeurs morales, le temps est resté le dernier juge. Le temps est resté le dernier juge. À chaque fois, le cardinal fait une sortie. Vraiment, quand il dit que, par exemple, qu'est-ce qu'il dit là? Les vrais traîtres, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est à lui de le démontrer. Parce qu'il manque à faire leur devoir comme il se doit. C'est à lui de le démontrer. Moi, il a peur que... Tu connais mon passage, je m'excuse, amen. Je pense avoir une réponse qui me vient à l'esprit. Dans mon parcours, je suis passé chez Mokebaï, que je salue d'ailleurs, un très bon journaliste. C'est peut-être l'occasion, on a parlé de Stani, on devait aussi se rappeler aussi de Mokebaï ici.
À l'époque, il y avait des articles qui exposaient. Ce n'est pas que ça attaquait le cardinal Mosengo à l'époque. On a arrêté Moukébaï pour ça, mais ce sont des dossiers que je connais. Mais les gens doivent quelque part aussi supporter la presse. Alors que tout ce qui a été écrit à l'époque, c'était vrai. Vous comprenez? Tout ce qui a été écrit était vrai. Moukébaï, je me rappelle sur l'article, qu'est-ce qu'il avait dénoncé? Il dit que le cardinal devait se prononcer. Attendez, amen, ça me vient à l'esprit. Merci de m'avoir rafraîchi les mémoires. Je salue vraiment, je respecte beaucoup la mémoire du cardinal Mosengo. Mais Moukébaï avait dit ceci. C'est une autorité ecclésiastique. Et en tant que tel, il n'était pas bien placé pour faire la publicité des Vodacom. Je ne sais pas où est le mal en disant en donnant cette affirmation, où est le mal. En tant que tel, ou peut-être que lui-même ne se rendait pas compte. Je regrette que nous en arrivons là, mais pour que les gens voient un peu quel est le risque que les journalistes prennent. Ça, c'est le déclencheur de tout dans la vie de Moukébaï. Et puis, c'est parti pour les plaignants qui n'a jamais été connu. On voit un peu les titres à exposer des réalités. Et moi, je faisais partie de ceux-là qui ont marché parce qu'on avait arrêté Moukébaï. Mais quelle a été la suite pour nous autres ici? Il fallait vraiment disparaître de la ville. Hein? Il fallait vraiment disparaître de la ville. Je l'ai fait plusieurs fois, je regrette un peu pour Stani. Tant que vous en avez l'occasion de prendre, comment on dit là, la poudre d'escampette, hein? Il faut le faire, ne serait-ce que pour ça. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois. Pourquoi? Parce que j'ai pris position peut-être en faveur de Tchétchi Sekedi. Et on a pas mal vécu des histoires. On doit vous surveiller. Il m'est arrivé même de fuir ma propre maison. Tout simplement parce que vous défendez la position qui était un peu plus populaire. Encore que toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Bien sûr, mais aujourd'hui, je pense que l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Je vois, bon... acceptons les choses. Merci en tout cas de m'avoir rappelé encore pour le cas de Moukébaï. Bon, jusqu'aujourd'hui, pour le cas de Moukébaï, il n'a jamais été condamné. Mais il est dans quand il y a un mois où il... Moukébaï est considéré comme acteur politique et non comme journaliste. Bon, je veux bien. Même si vous avez tendance à le prendre comme journaliste. Bon, je veux bien, mais seulement que les dossiers restent judiciaires. Mais où nous en sommes aussi? Où nous en sommes aussi, Moukébaï? Ne mérite-t-elle pas aussi la libération comme Stani? Bon, Stani n'a pas été libéré, il a été condamné, soit dit en passant, à 6 mois de prison. D'ailleurs, puisqu'on parle de Stani Boujakera, 6 mois de prison dans le mouvement Rajek, qui est un mouvement de journalistes, que dirige Edmond Izouba, je crois, a condamné cette condamnation de Stani Boujakera pour dire qu'il n'aurait jamais dû être condamné. Il était dans l'exercice de son métier. Et cette condamnation est très mal vue par le Rajek. Je ne peux que saluer Edmond, un très bon journaliste que je connais. Je ne peux que saluer. Vous savez, quand il s'agit des journalistes aussi professionnels, la solidarité de la corporation nous impose, nous contraint un peu à être réunis. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça peut vous arriver. Les gens ne savent pas que quand quelqu'un est presque en cavale, ou peut-être, c'est pas, en exil, ou peut-être il s'est retiré, quel peut être le moment qu'il traverse, les épreuves qu'il traverse. Très dur. Vous laissez les enfants... Très dur. Vous avez vécu ça dans votre chair. Oui. Et pendant 2 mois comme ça, tout simplement parce que... Non, ce sont des histoires que je n'aime même pas, que ça remonte dans mon esprit. Gérard Lemba, on va changer un peu de sujet. On reste toujours dans l'actualité de manière générale. Vous qui êtes de temps en temps à l'Assemblée nationale, on a vu des scènes tout à l'heure au zapping. On a vu un groupe de gens en train de molester un monsieur, comme quoi il aurait tenu des propos pas bons sur Vital Kamerhe. On a vu un Vital Kamerhe très sûr de lui, se baladant dans le couloir de l'hémicycle, saluant tout le monde. On a comme l'impression que c'est déjà le président de l'Assemblée nationale qui était là en train de saluer ses compères.
Ses collègues. Ici, Amen, on doit commencer par dénoncer ce qu'on a vu, un groupe de gens lynchés, malheureusement, dans une institution. On dit que ce seraient des gens, des sympathisants de Vital Kamerhe. Bien sûr, c'est lui qui ont lynché un de sympathisants de Mbosso. De Mbosso, c'est clair, parce que c'est lui qui a... Il paraît qu'aujourd'hui, la guerre se passerait entre Vital Kamerhe et Mbosso. Au palais du peuple. Je viens de là, mais je sais que j'ai aimé, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. Non seulement avec, c'est pas, il y a les adeptes des partis politiques, les combattants de l'UDPS, c'est pas confondu aussi avec une certaine presse. Donc tout cela, voilà l'aboutissement, on le regrette. Quelle est l'image du pays que nous voulons donner alors que nous avons des sérieux problèmes au niveau de l'Est? Mais, Amen, si tout ceci est lié à la course du perchoir, allons-y. Est-ce que de cette manière qu'on va vraiment aider les chefs de l'État à faire un bon travail? Ce sont les collaborateurs du chef de l'État, les deux membres du présidium de l'Union sacrée qui en réalité nous exposent à cette scène ici. On doit les regretter. Alors, puisque vous avez parlé, Vital Kamerhe à son entrée saluant chaque député tout sûr de lui-même, c'est quand même... On peut quand même voir ça en image pendant que l'on parle. Hein? Bien sûr que oui. On peut nous illustrer ça. C'est quand même un routier. Dans les zappings, on voit Vital Kamerhe se balader bien sûr que oui. Dans la salle, en train de... Et on voit des députés se lever pour saluer Vital Kamerhe. N'oublie pas que, je crois, il est le deuxième. Évidemment, il est encore vice-premier ministre. Non, il est le deuxième sur la liste de gagner après l'UDPS. Après l'UDPS, le l'INC. C'est l'AFDC qui venait après, on les a pités de 9 députés, je crois. Il serait aujourd'hui 7 ou 8e, tu vois un peu. Alors, parlons un peu de Vital Kamerhe. Si Kamerhe a oublié un peu la primature, je suis sûr qu'il est en contact avec le chef de l'État et qu'il se rabat à l'Assemblée. C'est sans doute, je vois, les administratifs gardent lui de très bons souvenirs. Amen. On peut tout dire du mal de Kamerhe. Hein, mais les évidences sont telles qu'on doit aussi reconnaître ce qu'il a fait. Est-ce que c'est ce même Kamerhe qui nous revient? Est-ce que c'est ce même Kamerhe, avec le même charisme, avec le même aura, avec la même parole capable de remettre tout le monde ensemble? Parlons un peu des images là. Des images où c'était écrit, la symbolique a écrit 14 ans après. Voilà. La symbolique a écrit. Et nous signalons que la symbolique qui a fait ces images, c'est bel et bien le. Non, attention. Les images ont été envoyées. Ce sont des images qui disent tout. Bien sûr. Voilà, il est non, là. Nous avons donné le titre et le message. Le problème, c'est quoi? C'est un routier qui entre, j'ai écrit là-bas, 14 ans après, un probable retour au perchoir, l'homme et son approche. Il est dans ses œuvres. Là où ça fait mal, c'est quoi? Vous voyez ce qu'il fait ici? En réalité, c'est les cas. Ou peut-être c'est l'habitude du président Mbosso. Mbosso, quand il entre, n'importe quel couloir qu'il peut prendre, c'est ça le comportement de Mbosso. Il salue tout le monde. Il salue tout le monde. Il vous demande comment va à la maison, et puis la madame et les enfants. Est au courant des stratégies. Et de toutes les stratégies. De l'honorable Joe Biden. Les pouvoirs, c'est un monde de jalousie. Il n'a pas supporté de voir ces images ici. Donc, pour vous dire que voilà les probables remplaçants. Quoi, ces images auront choqué le président Mbosso? Ça continue. Regardez l'attention de tous les députés qui viennent un peu murmurer à son oreille. On ne sait pas, il n'est pas encore au perchoir, mais le message est passé. Ça, c'est peut-être, c'est pas la technicité, c'est pas la souplesse de Vital Kamerhe. Hein? Bon, oui ou non, Mbosso. Un fin politique tout de même, qu'il faut le reconnaître. S'il faut prendre en termes de pondération politique, Mbosso est en deçà, de très loin par rapport à Kamerhe. Mbosso a déjà un sérieux problème qu'on n'aime pas peut-être aborder sur l'honorable Fumampanda, je crois. Ça veut dire quoi? Oui, c'est je viens de Parlement. Il y a eu au début de la plénière qui devait statuer sur les rapports de la rédaction d'intérieur. Mais il y a un député ou un groupe de députés qui ont souhaité demander la parole
en huis clos. Ils avaient des sujets à dire. Je vous informe, les sujets en question touchent sur l'âge ou la doyenneté de Fuma Panda. Attendez Gérard Limba, on va essayer de récapituler. Les sujets pour lesquels Mbosso ne supporte pas aborder. Après les résultats définitifs okay. de la Cour constitutionnelle sur les législatives nationales, okay. il s'est fait que parmi ceux qui ont été rétablis dans leurs droits, okay. il y a un autre doyen d'âge qui a été révélé. Là, c'était déjà avant. Ces problèmes-là étaient déjà avant. Là, tu n'as pas bien présenté les choses. Les gens risquent que le vieux est venu après la diffusion, la publication du dernier arrêt. Oui, je précise. Alors qu'il était déjà là. Je précise. Il était déjà là. Dès le début, c'est le maire élu de Gungu. Il s'est posé un sérieux problème. Il est plus âgé que Laurent Mbosso. De très loin. Mais donc, malheureusement, attends, les gens ont besoin de l'information. Je suis très curieux. Pourquoi il n'est pas passé dans un président du bureau d'âge? Il y a un flou. Je crains qu'il y ait un deal. Parce que le doyen en question, il est du parti de Mouzitou, en vol. Mais qu'est-ce qui justifie que depuis le début, il ne s'est jamais présenté à l'Assemblée nationale? Et que dans le début, je ne sais pas si tu te rappelles, on en a débattu ici. Le communiqué qui a invité les députés pour la première plénière, c'était signé par Mbosso comme étant les doyens d'âge. Mais qui pouvait statuer sur doyenneté d'âge? Ce n'est pas Mbosso. C'était le secrétaire général. Vous, je vous apprends son nom, vous comprenez? C'était à lui. Alors que nous ne sommes pas encore arrivés, le communiqué a circulé pour dire que c'est Mbosso. Aujourd'hui, certains députés demandent à ce qu'il y ait ces débats-là. Qu'on change le bureau d'âge, donc. D'ailleurs, par respect, je ne sais pas pourquoi Mbosso n'a pas saisi l'occasion. C'est par respect, on a voulu traiter le même dossier-là en huis clos. Président, nous avons un problème ici. Les doyens ici à côté, et surtout qu'il est de Gungu, Mbosso est de Kenge. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois qu'il est venu, Mbosso lui a dit... Ah, parce qu'il est venu déjà deux fois. La deuxième fois. Mais malheureusement, c'est là où ça échappe les gens. Comme on dit, là où les bas blessent, c'est quoi? Les photographes n'ont presque pas droit de photographier le vieux. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que le vieux a fait. Et si quelques-uns ont eu quand même, par, je ne sais pas par quel moyen, à réussir à filmer au consort, ils sont gérés par la cellule. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher par rapport à ça? Vous voyez un peu, il y a comme un flou entretenu. Il n'y a pas un flou, mais c'est comme on dit là, l'âge a été trafiqué quelque part. L'âge a été trafiqué quelque part. Le fils Bahati est parti. Le fils Agematombo est parti. Nous restons avec les doyens, comment on appelle ça, son sobriquet américain. Joe Biden. Joe Biden. Et que Joe Biden, il y a un flou dans l'âge. Je rappelle ici. Il est resté seul au bureau. Il est resté seul, alors qu'il y a un dossier noir qui plane contre lui. Je rappelle ici, ces mêmes débats a eu lieu à l'époque avec l'honorable Matadi Wamba. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire, Mbosso, tous ce sont du grand Bandundu à l'époque, Mbosso a toujours appelé Matadi Wamba Mota. Donc c'est indiscutable. Mais malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans les dossiers maintenant de Matadi Wamba. On a trouvé l'âge à l'époque un peu plus en deçà de l'âge de Mbosso. Mbosso a donné l'âge, quoi, il doit être né du mois d'avril. En public, au perchoir pour dire que si quelqu'un veut douter que c'est moi le doyen ici, qu'il vienne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Matadi Wamba, le bâtonnier, lui-même avec ses dossiers pour qu'il se retrouve dans cette position-là? Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Les fameux Mbouta est redevenu actuellement, ce n'est plus le cas. Ils sont de Gungu. Gungu a 4 sièges. Parmi les 4 sièges, nous avons, je crois, Willy Makiashi. Nous avons, les noms, tous en tout cas des anciens députés. Willy Makiashi, l'ancien qui était à la SNEL ici. Mais il reste, la révélation en tout cas de Gungu, c'est Fumwampanda. Le vieux. Le vieux Fumwampanda. Donc, quelque part,
nous remontons. Je venais d'avoir une interview avec Corneille Moulumba de l'UDPS, un des pionniers que tu connais bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Je lui ai posé cette question-là. Il me dit, si tel est le cas, ça doit être le secrétaire général, qui lui était le premier à avoir la possession de tous les dossiers transmis venant de la CENI. Et à ce titre, du fait que les deux sont dans le même bâtiment, c'est comme ça que Mbosso s'est précipité pour dire que c'est lui, il s'est autoproclamé comme étant les doyens. Alors qu'il n'avait pas encore qualité, c'était au secrétaire général de nous donner ces informations-là. Donc, je suis sûr que jusqu'à ce que nous commencions un peu la course ou la bataille de perchoir, ce dossier finira par éclabousser ou peut-être par être éclaté. Pire encore, il y a un élément que je dois ajouter. J'ai entendu le président pour se dire aux députés qui tenaient à ça. Vous savez qu'ici, à l'Assemblée, nous devons rester solidaires tant que la Cour a terminé sa mission. Ça, c'est Joe Biden. Mais arrêtez un peu avec... Vous savez, Mbosso aime bien... ironiser et égayer la salle. Là, il prend directement Lingala. Il dit... erreur matérielle là. Quelles sont ces erreurs là? Non, ces erreurs matérielles là, même si il n'y aura pas des effets, il n'y aura pas de conséquences. En tout cas, l'opinion doit être au courant de ça. Gérard Lemba qui nous parle, messieurs et dames, est accrédité au Palais du Peuple depuis des décennies. Il sait donc de quoi il parle. Gérard Lemba, puisqu'on a parlé de Vital Kamerhe, parlons comme ça en passant de Tochumani Kisombe, qui était un cadre de ses partis et qui a décidé de claquer la porte. Il a donné ses raisons. Il a dit, il n'y a que la famille biologique, il n'y a que. Il a donné des raisons de son départ. Vous l'avez suivi et qu'en pensez-vous? Oui, si ouh là là, bon, c'était plus un message purement de règlement des comptes. Hein, donc, il pouvait le faire. Je sais que la secrétaire générale du parti de Fifi Masuka, je crois, qui aussi a eu à démissionner, mais c'était par une lettre, une simple lettre. Hein, les gens ne savent pas, comme ça s'est fait un peu partout. C'est des droits administratifs, non? C'est même un comportement normal. Mais passer par une vidéo et avoir les termes qu'il a utilisés, j'ai vu aussi la réaction de l'UNC qui est passé, je crois, chez l'UFrance, hein, pour... On l'a dégommé aussi. Voilà, déballer aussi. J'ai dit, là, c'est une guerre interne, quoi. Hein, une guerre interne. Bon, je ne sais pas si c'est lié aussi à la course au perchoir, parce que tous les coups sont permis, hein, et les Congolais, et malheureusement, les font très très mal. Nous avons envie de communiquer... entre-temps, les formateurs continuent à consulter. Vous pensez que le gouvernement risque de tomber d'ici là? Bien sûr, en tout cas, il y a un bruit qui a circulé comme quoi que ce soir même, hein, nous pourrons être surpris par la communication du chef de l'État ou l'adresse. Je ne sais pas, c'est lié justement par rapport à la sortie du Premier ministre, je suis sûr. Parce que les temps que nous arrivons, les temps qu'il commence un peu à consulter, là, au niveau du Parlement, nous allons commencer à assister à la course au perchoir. On parle, puisque tu as parlé de la communication du chef de l'État, on parle que c'est probable qu'il soit un Congo quand on a vu les chefs spirituels qui Mbangui descendre à la présence avec tous ces honneurs-là, et que le chef de l'État, pendant la campagne, avait donné cette promesse-là. Nous supposons ou nous sommes sûrs que le grand chef est allé voir l'autre? Non, c'est connu. C'était le mercredi passé, non? C'était ça le message. C'était le mercredi passé. C'est-à-dire qu'un journaliste, je dois pénétrer. Analyser. Quand vous suivez lire entre les lignes. Quand vous suivez le chef spirituel, il n'a pas parlé de ça. Il dit que l'Est... de Kimbangi, c'est resto uni, tu vois un peu des histoires. Au-delà de ce message de solidarité, il y avait autre chose. Faudrait dire à l'opinion, le feu professeur Massamba qui était à l'UPEN là, il était là grâce
au parrainage de Papa Simon Kimbangu. Hein. Je sais aussi dire certaines autorités aussi. C'est quand même une autorité ecclésiastique non négligeable. Tous les chefs de l'État l'ont fait. Et que si le chef de l'État Félix les consulte aujourd'hui pour les choix du Premier ministre, je trouve que c'est... Mais n'oublions pas, amen, certes, il y a eu cette promesse-là de donner la primature à un Congo. Parmi les deux noms qui reviennent souvent, c'est plus Madame Toulouka Samouina, je crois, c'est quoi ce nom, Astrid, l'actuel ministre de Plan. Et à côté, nous avons aussi... Mukoko Samba. Mukoko Samba actuellement pose un problème. Wameso. C'est Wameso. Pourquoi les deux? Parce que dans l'adresse, il faut faire un recoupement. Dans l'adresse de la matinée politique de Kabouya, il nous a donné une révélation pour dire que le chef de l'État avait promis aussi à l'UDPS, le prochain Premier ministre serait de l'UDPS. Alors, du fait que Mukoko ne fait pas partie, oui, il fait partie de l'Union sacrée, comme un allié, mais il ne fait pas partie de l'UDPS. Les deux là sont de l'UDPS. Et que le chef de l'État, lors du briefing avec Mouya, tu étais là, tu as vu, le chef de l'État a dit les ou là. Donc c'est là peut-être que ça pose un problème. Mais nous n'oublions pas, martelons sur ça, c'est que les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État restent en vigueur. Donc c'est pour vous dire quoi. On a parlé encore, parce que le chef de l'État n'a pas donné que la promesse au Congo. Vous voyez un peu, il y a certaines réalités, il a un tableau assez large. L'Est pose problème. J'aurais entendu un nom que les gens ont plus oublié, je dois donner l'information ici, Demoubak. On voit un peu, Demoubak qui est de l'Est, donc on va un peu voir. Hein. Là, on croise les doigts et on attend. On attend, mais quand même, on doit continuer à scruter les choses. À scruter, à fouiner un peu pour être un peu prévoyant dans nos analyses. C'était là les propos d'un journaliste rompu. C'était lui notre invité, il s'appelle Gérard Lemba. Ça me va droit au cœur. Son média, son magazine s'appelle La Symbolique. Comprenez donc que toute son analyse vont dans les sens de cette symbolique-là. Il parle à demi-mot. Et comme on dit, à demi-mot qui sait comprendre suffit. Gérard Lemba, nous étions très heureux de vous recevoir comme d'habitude dans cette émission. Si vous permettez, je passais peut-être... souligner ici, le chef de l'État l'a dit à haute voix et à intelligible voix que le Congo central n'a jamais été à la primature. Je vous promets qu'une fois que vous me choisissez, vous me faites confiance, vous aurez un Congo. Donc c'est quand même une promesse où les Congo aussi veulent voir bénéficier de la géopolitique de ces pays-ci. C'était quand même important. Il s'appelle Gérard Lemba et comprenez pourquoi il m'entête sur les Congo. Aussi, entre autres choses en passant, à qui sait comprendre, demi-mot suffira toujours. Gérard, merci d'être passé dans cette émission. Là, tu provoques et puis vous désannoncez. Merci d'être passé dans cette émission, monsieur Gérard. À très bientôt pour une autre émission. Merci à vous de nous avoir suivis au prochain numéro. Merci pour l'invitation.